Mesdames et messieurs, bonsoir et heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous avec l'actualité nationale. À tout de suite, les titres. Conakry accueille l'Assemblée générale de la Confédération africaine. 12 pays mobilisés autour du développement de la discipline. Mamadou Goudoussi Diallo, élu premier vice-président, un nouveau souffle pour le sport guinéen à l'échelle africaine. Coopération sanitaire, la Guinée et les États-Unis renforcent leur partenariat stratégique. Un accord scellé au ministère de l'Économie et des Finances. 142 millions de dollars injectés dans le secteur de la santé. Une impulsion décisive pour améliorer l'accès à des soins en Guinée. Tunkarata a brisé l'isolement par l'action. Une sous-préfecture confrontée à un enclavement persistant. Routes dégradées, mobilité fortement compromise, services de base difficilement accessibles. Les femmes s'engagent pour ouvrir la voie vers le développement. Merci de nous rejoindre pour vous informer. La capitale guinéenne a servi de cadre à l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de mini-football. Réunis à Conakry, les représentants de 12 pays. À l'issue des travaux, le Guinéen Mamadou Goudoussi Diallo a été élu premier vice-président de l'instance continentale. La rencontre s'est déroulée sous la présidence du Premier ministre Amadou Ouriba et a été marquée par la distinction d'acteurs engagés pour la promotion du mini-football en Afrique. Moussa Komara nous fait le point. C'est une rencontre pleine de promesses pour ces membres de la Confédération africaine de mini-football. À ce rendez-vous de Conakry, ils choisissent la Guinée pour abriter le siège de l'instance pour les 10 prochaines années. L'occasion aussi de renouveler le bureau exécutif de l'instance. 12 membres sont élus pour 5 ans, dont le Guinéen Mamadou Goudoussi Diallo, élu au poste de premier vice-président de la Confédération. Je remercie les autorités guinéennes qui nous accompagnent. On va faire le branding guinéen, on va vendre les talents guinéens et j'invite l'ensemble de la population guinéenne à s'intéresser de cette discipline. Après cette assemblée générale ordinaire, ces membres de l'instance se sont rassemblés dans la soirée pour célébrer l'excellence. Autour d'un dîner de fraternité, les personnalités les plus influentes, les fédérations exemplaires et les leaders qui ont œuvré en 2025 pour le développement et la promotion du mini-football à travers le continent reçoivent les distinctions devant le Premier ministre chef du gouvernement. Plus d'une dizaine de trophées. Cette distinction, elle est très très importante pour moi et pour mon pays parce qu'elle représente non seulement ma personne, mais aussi le travail acharné de toute une fédération et de tout un groupe, que ce soit des dirigeants qui sont avec moi et qui ont cru en ce projet, qui nous ont aidés à le mettre en œuvre, et aussi aux athlètes, aux joueurs, aux entraîneurs. Dans cette salle, le leadership guinéen est applaudi. L'occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports bénéficiaire d'un prix d'honneur, de féliciter et d'encourager la Confédération africaine de mini-football pour la structuration de cette discipline qui devient un outil diplomatique. Notre engagement dépasse le simple cadre sportif. Il s'inscrit dans une vision diplomatique et stratégique. À travers le sport, la Guinée affirme sa volonté de renforcer ses relations bilatérales et multilatérales avec les nations sœurs du continent. Le mini-football devient ainsi un outil de coopération, d'échange technique, de formation, d'intégration régionale et de rapprochement des peuples. Le Premier ministre chef du gouvernement a à cette occasion remercié la Confédération africaine de mini-football pour son engagement à unifier l'Afrique. Il promet l'accompagnement pour valoriser les talents guinéens. Dans toutes les disciplines, les jeunes Guinéens brillent. Mais très souvent, dès qu'ils sont en Guinée, c'est comme s'ils rentrent dans un trou. D'où la nécessité de repenser notre organisation sportive. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de talent, mais l'encadrement mérite d'être rénové, d'être dépoussiéré pour que les talents puissent émerger, s'épanouir, briller de mille feux, pour qu'un peu partout, que la Guinée puisse être encore plus entendue, mieux vue et mieux appréciée. Le mini-football, c'est une opportunité qui nous est donnée. Il faut qu'on saisisse cette opportunité pour l'année prochaine et l'année suivante pour montrer de quoi les jeunes Guinéens sont capables. Félicitations à l'équipe de mini-football de Guinée. En janvier 2027, la Guinée va abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de mini-football.
Voilà, la Guinée avance, méthode et vision à l'appui. Autour du programme Simandou 2040, le ministère du Plan et de la Coopération internationale a réuni les partenaires techniques et financiers pour une séance d'alignement stratégique. Priorité clarifiée, engagement consolidé, cap maintenu. La Guinée veut inscrire sa transformation dans la durée. On en sait davantage avec Mounir Barré, Mamadou Saliouba. À l'invitation du ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement, le comité exécutif des partenaires techniques et financiers de la Guinée échange sur l'ambitieux programme Simandou 2040. Il est question de partager les grandes orientations de ces programmes stratégiques, présenter les projets phares et identifier de nouvelles opportunités d'investissement au service du développement du pays. Il a été question aujourd'hui de rencontrer en fait les partenaires techniques et financiers, notamment ceux du comité exécutif à la tête de la présidence assisée par monsieur le coordonnateur résident du. L'objectif principal, c'était de les faire déjà comprendre où est-ce que nous en sommes et leur présenter un peu les résultats de ce programme Simandou 2040 avec les principales réformes et les projets. Cette mobilisation de représentants des pays amis est une occasion pour ces partenaires techniques et financiers de saluer la cohérence de l'ambitieux programme Simandou 2040. Réunis au sein du comité exécutif des partenaires techniques et financiers, ils réaffirment leur engagement à accompagner la Guinée dans sa transformation économique et sociale durable. Les partenaires techniques, financiers, les agences des Nations Unies, nous sommes ici pour accompagner la Guinée dans ce processus. C'est très très ambitieux. Il y a des projets, il y a des réformes, ça touche tous les secteurs. Il y a aussi, c'est basé sur des données. Je vous remercie beaucoup pour le ministre du Plan et de la Coopération internationale et du Développement d'avoir une occasion de partager le contenu du programme Simandou 2040. C'est une occasion pour nous très importante pour planifier avec la 5e République de la Guinée comment on peut procéder à la prochaine étape de développement. La Guinée entend à travers le programme Simandou 2040 accélérer son développement et renforcer son attractivité auprès des investisseurs. Un cap stratégique qui mobilise partenaires et institutions autour d'un objectif commun. Bâtir une économie plus forte, inclusive et durable. La Guinée et les États-Unis d'Amérique consolident leur partenariat dans le domaine de la santé. Un protocole d'accord a été paraphé au ministère de l'Économie, des Finances et du Budget. À la clé, un engagement financier de plus de 142 millions de dollars américains pour renforcer durablement le système de santé guinéen. Adjatou Bari nous signe ce reportage. C'est une signature qui marque un tournant décisif. À travers ce protocole d'accord, les États-Unis s'engagent à mobiliser 91,27 millions de dollars, complété par un cofinancement national de 51 millions de dollars, soit un investissement global de 142 millions de dollars américains pour la période 2026-2030. Un appui stratégique destiné à transformer en profondeur le système sanitaire guinéen. Comme vous le savez, on a engagé dans le secteur sanitaire ici en Guinée depuis des décennies. Et cette coopération, c'est une nouvelle vague de financement de 91 millions de dollars. Ce qui est très important, c'est que c'est une reconnaissance de la capacité de la Guinée d'investir dans le secteur de santé pour le bien-être de son peuple. Et on veut accompagner le gouvernement dans ces projets. Au cœur de ce partenariat, le renforcement de la sécurité sanitaire face aux menaces épidémiques, l'accélération de la lutte contre le paludisme, encore responsable de nombreuses consultations et d'hospitalisation, ainsi que l'élimination durable de la poliomyélite. Ce qui est pour nous un pas positif vers la souveraineté sanitaire. Ça veut dire que l'engagement pris par l'État de faire de la santé une priorité nationale se concrétise tous les jours. À travers ce MOU, aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement sous le leadership éclairé de M. le Président de la République que la santé est une priorité nationale. Au-delà des chiffres, c'est une vision commune qui se dessine, celle d'un système de santé plus performant, mieux financé et plus accessible aux populations. Ce projet va permettre d'améliorer la santé des hommes, des femmes, des enfants de la Guinée. Ça permettra de renforcer le capital humain, un capital essentiel pour la construction de notre développement.
Un partenariat stratégique qui consolide les relations bilatérales entre Conakry et Washington et ouvre une nouvelle phase dans la coopération sanitaire. Un investissement massif, des objectifs clairs et un cap fixé jusqu'en 2030, celui d'un système de santé guinéen plus fort, plus résilient et tourné vers l'avenir. À la même page, au CHU d'Onka, à la chirurgie pédiatrique, les premières interventions par célioscopie ont été réalisées avec succès. Une technique innovante qui permet d'opérer sans ouvrir l'abdomen du patient. Cette avancée est soutenue par un partenariat avec l'hôpital Armand Trousseau de Paris, favorisant le transfert de compétences au profit des médecins guinéens. La prise en charge réussie d'un enfant souffrant d'une malformation congénitale grave témoigne des progrès réalisés par l'hôpital. Plus de détails avec Tcherno Ousmane Diallo. Entrés au bloc à 9h, ils n'en sortiront qu'à 19h. 10 heures d'intervention pour réaliser l'une des chirurgies les plus complexes jamais réalisées au CHU d'Onka, en chirurgie pédiatrique plus particulièrement. Sans ouvrir l'abdomen, médecins guinéens et français ont réalisé avec succès la première célioscopie en chirurgie pédiatrique pour sauver la vie d'un enfant souffrant d'une pathologie congénitale extrêmement rare, caractérisée par une double présence d'organes génitaux et de plusieurs autres organes à l'intérieur de son ventre. La célioscopie a permis de savoir effectivement qu'est-ce que l'enfant a. Et on s'est rendu compte que l'enfant a 2 côlons. Donc il avait 2 sexes, mais avec 2 côlons. Et l'autre côlon communique avec la verge gauche, mais également il y a un de ses urétères qui traîne les urines, qui communique aussi avec son rectum. Donc il avait un problème urinaire, un problème génital, mais également un problème digestif. Donc on a essayé de séparer tout ça. Actuellement, quand vous voyez l'enfant, vous ne saurez jamais qu'il avait ce problème-là. Ça fait toujours très plaisir qu'on puisse nous faire confiance pour venir aider nos collègues et qu'on puisse participer à cette aventure. Le but, c'est que les collègues sachent développer cette technologie sans nous. La réalisation avec succès de cette célioscopie complexe vient confirmer la qualité des infrastructures au CHU d'Onka et le niveau atteint par l'hôpital dans son ambition de réduire substantiellement les évacuations sanitaires grâce à un transfert de compétences qui s'opère avec les grandes structures nord-américaines et européennes, comme c'est ici le cas avec l'hôpital Armand Trousseau de Paris. Pour nous, c'est important de rehausser les soins et les services de santé selon des normes de qualité internationales. Et puis tout ça dans le but non seulement d'améliorer, de donner de la formation en continu, mais aussi d'innover des services qui auparavant n'étaient pas offerts aux Guinéens et Guinéennes. Près d'une dizaine de célioscopies complexes ont été réalisées au cours de cette mission médicale. La suite logique est une première effectuée en novembre dernier pour concrétiser un des objectifs de la concession du CHU d'Onka dans la modernisation des pratiques médicales en Guinée. Le garde des Sceaux poursuit sa série de concertations avec les professionnels du secteur. Ibrahima Sori de Tunkara a échangé avec les notaires et puis avec le personnel des tribunaux de Mafanko et de Kaloum. Des discussions franches autour de l'organisation, du fonctionnement et des performances de l'appareil judiciaire. Une démarche qui traduit la volonté d'installer une justice plus structurée, plus efficace et plus rassurante. Tcherno Younoussaba. Le ministre de la Justice poursuit sa rencontre avec la famille judiciaire. Les échanges portent particulièrement sur l'amélioration de la gouvernance dans les cours et tribunaux, qu'il s'agisse avec les auxiliaires de justice ou les magistrats. Le garde des Sceaux sensibilise en faveur d'une justice au service de l'état de droit. Ainsi, la rencontre avec les notaires a abordé dans le sens de l'amélioration des conditions de travail de la corporation. Notre profession est placée sous la tutelle du ministère de la Justice. Cet attachement institutionnel n'est pas seulement organique, il est fonctionnel et stratégique. Nous sommes un maillon essentiel de la chaîne judiciaire, un acteur de prévention des litiges et un garant de la sécurité juridique des citoyens. Au tribunal de Mafanko, tout comme à Kaloum, le ministre a exprimé son souhait de bâtir une justice visant à conquérir la confiance des justiciables.
Partout, le personnel adhère à la vision du ministre. Les chefs de juridiction et parquets se sont engagés à améliorer le fonctionnement de leurs juridictions respectives. En ce qui concerne le tribunal de Mafanko, c'est le lieu de saluer les anciens gardes des Sceaux qui n'ont ménagé aucun effort pour l'accélération des travaux du nouveau tribunal en construction. Je suis convaincu que votre arrivée aux affaires permettra d'achever ces travaux dans les meilleurs délais pour le grand bonheur du personnel de Mafanko. Votre action nous engage tous et votre bilan sera aussi le nôtre. Nous sommes d'ores et déjà rassurés que vos premiers mots et premiers pas, dans la mesure où ils traduisent de fortes convictions, une volonté de restituer à la justice de notre pays toutes ses lettres de noblesse. Compte tenu de l'importance de la rencontre, les magistrats et greffiers se sont massivement mobilisés. Ici, le ministre invite l'ensemble du personnel judiciaire à la célérité des procédures et à la rigueur dans la gestion des dossiers. Acceptons alors de travailler pour mériter nos salaires. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on vienne à l'heure et qu'on quitte à l'heure. Et quand on vient, il faut qu'on accepte de travailler. Et là, vous êtes les premiers garants de ça. Vous devez y veiller. Les retards dans les audiences. Commencer les audiences à l'heure. L'extraction des prévenus. J'ai demandé à M. le procureur général de me rappeler pour qu'on organise une réunion, pour qu'on puisse savoir pourquoi les extractions ne se font pas à l'heure. Pourquoi il y a des problèmes au niveau des extractions. Donc, il faut qu'on accepte de changer beaucoup de choses en notre sein. Partout, les acteurs sont invités à promouvoir l'excellence en vue de jouer leur partition dans la construction d'une justice forte, capable de rassurer les citoyens en quête de justice. La réforme administrative passe aussi par la montée en compétence des cadres de l'État. À mi-parcours, 32 chefs de division des ressources humaines ont évalué l'appropriation des enseignements en management public et leadership, une initiative inscrite dans la modernisation de l'administration avec l'accompagnement de l'École nationale d'administration publique du Québec. Mamadi Ternek Kamisoko, Mohamed Chérif Kamara, reportage. Lancé il y a quelques mois en Guinée, le programme FEMS Plus, axé sur 5 modules clés de formation destinés aux managers stratégiques de l'État, enregistre des résultats encourageants. Des acteurs nationaux et experts mobilisés autour de cette initiative se sont retrouvés pour une évaluation à mi-parcours. Une étape importante qui marque un temps d'arrêt pour apprécier le chemin parcouru. Ce programme est le fruit d'une collaboration, d'un partenariat stratégique entre la prestigieuse École nationale d'administration publique du Québec et l'École nationale d'administration de la République de Guinée pour renforcer les capacités et outiller les directeurs des ressources humaines dans les différentes administrations publiques. Le moment que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi l'exigence du mérite et de l'équité, comme l'a tout souligné son Excellence Monsieur le Président de la République. Notre objectif et souhait, c'est de rehausser les compétences, de rehausser justement la place du capital humain au sein du grand projet de la modernisation de la fonction publique guinéenne. Cette évaluation vise à mesurer le niveau d'appropriation des enseignements par les auditeurs, tout en consolidant les acquis dans une dynamique de transformation durable de l'administration publique guinéenne. Nous avons aujourd'hui la mission de moderniser notre administration. Comme vous le savez, pour moderniser, il faut transformer. Pour mener un changement, ça demande du courage. C'est pour cela qu'il est important que vous qui êtes aujourd'hui au centre de certains centres de pilotage de notre administration publique, que vous soyez sensibilisés pour améliorer nos choix au quotidien et le travail que nous menons au quotidien. Le programme de formation exécutive en management stratégique FEMS Plus s'inscrit pleinement dans la vision gouvernementale de professionnalisation de la fonction publique et de renforcement du capital humain de l'État. À cette occasion, Dr Nizar Chari, expert de l'École nationale d'administration publique du Québec, a animé une conférence sur le leadership transformationnel. Il a mis en lumière le rôle central de ce modèle de leadership dans la modernisation de l'administration et l'amélioration de la gouvernance publique. Et puis les délégués de la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation
venus des 33 préfectures du pays et des 13 communes de Conakry se sont réunis à la Bourse du Travail. Au cœur des échanges, l'avenir de l'éducation, les conditions de vie et de travail des enseignants, ainsi que la conduite du dialogue social avec le gouvernement. Cette rencontre a également été marquée par la désignation d'un secrétaire général par intérim chargé de diriger la fédération jusqu'en 2028. Amadou Touré, Sédou Bassela. La situation de l'école guinéenne était au cœur de cette rencontre des délégués de la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation FSPE. Venus des 33 préfectures du pays et des 13 communes de Conakry, ces syndicalistes de l'éducation ont passé au peigne fin pendant 2 jours l'ensemble des préoccupations de l'école guinéenne, notamment l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants guinéens, la situation de leur structure syndicale fondée sur le respect des statuts et règlements intérieurs. Ça nous a permis d'être conformes à nos textes. Nos statuts et règlements ont été respectés. Et au niveau de l'élection du secrétaire général, il a été constaté qu'il y avait un document qui avait été signé depuis 2023 qui donne un mandat au secrétaire général par intérim de continuer le mandat jusqu'à 2028. Donc cela a été lu publiquement devant tout le monde et à l'unanimité, les gens ont accepté le verdict. Le secrétaire général par intérim de la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation FSPE a appelé le gouvernement à plus de dialogue pour éviter des crises préjudiciables à la qualification de l'éducation nationale. Nous n'avons pas l'intention qu'il y ait de nouvelles crises à l'éducation et nous souhaitons qu'il y ait un cadre permanent de dialogue entre nos partenaires, qui est le gouvernement, et plus l'intersyndicale de l'éducation, la FSP, le SNE et le SLEG. C'est extrêmement important. Ça peut aplanir certaines divergences. Quand il y a un travail en amont, franchement, on peut éviter les crises. Il ne faudrait pas attendre que les crises se présentent pour dire, bon voilà, on va ouvrir des... Il faut prendre les choses à bras le corps. Conformément au statut intérieur de la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation, lu et approuvé par la majorité des délégués présents à cette rencontre, Alpha Kassim Bari doit conduire les destinées de cette organisation syndicale en tant que secrétaire général par intérim jusqu'au prochain congrès de la FSPE, prévu en 2028. Un détour à l'intérieur du pays. En mission à la baie, les ambassadeurs de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Union européenne ont visité les installations de Fapel Guinée, spécialisée dans la fabrication de pompes à eau. Une visite destinée à mesurer l'impact de leurs appuis financiers. Satisfaits des résultats, les partenaires ont exprimé leur volonté de poursuivre l'accompagnement pour renforcer l'accès à l'eau potable dans les communautés. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa, caméra compte rendu. L'emploi des jeunes, une priorité pour le gouvernement et ses partenaires au développement. Dans cette dynamique, le ministère allemand de la coopération économique et du développement, à travers la GIZ, l'Union européenne et d'autres partenaires, soutient depuis 2022 l'implantation de Fapel Guinée. À ce jour, plus de 600 jeunes sont formés à divers métiers. Les ambassadeurs ont voulu visiter Fapel pour développer ensemble un nouveau projet qui est l'accès à l'eau et aussi la transformation de la mangue vers Koubia, Mali et d'autres préfectures. Quand vous entendez Fapel aujourd'hui, c'est grâce à une partie de ces partenaires vraiment de l'Union européenne, l'INCDF, l'UNICEF, aussi le service national d'aménagement des points d'eau. Ça quand même c'est une réalité. Et c'est un engagement que Fapel avait pris avec la commune urbaine de la baie et qui est en train d'être développé par rapport à la formation des jeunes. Je crois même qu'il y a d'autres collectivités aujourd'hui qui s'intéressent, qui commencent à venir vers la baie par rapport à ce partenariat-là et c'est quelque chose de très important. En mission de travail dans la cité de Karamoko Alpha Molabé, les ambassadeurs d'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Union européenne, accompagnés des autorités locales et des responsables artisanaux, ont visité l'entreprise Fapel Guinée pour mesurer l'impact de leur financement. Guinée souhaite poursuivre l'engagement sur la base d'intérêts partagés au service de la stabilité et de
perspectives pour la jeunesse et les femmes dans la région. Je tiens à rassurer chacun d'entre vous de la disponibilité de l'autorité régionale et de ses services déconcentrés à tous les niveaux pour accompagner cette initiative pour la qualification de nos jeunes qui représentent notre avenir à tous. Visiblement satisfaits, les partenaires techniques et financiers entendent poursuivre leur accompagnement, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable dans les communautés et améliorer les conditions de vie des populations. Renforcement des capacités d'intervention de la protection civile de Kankan, un appui logistique accordé par le président de la République, Mamadi Doumbouya, à la ville de Nabaya. Un renforcement stratégique pour répondre avec plus de réactivité aux incendies, catastrophes naturelles et situations d'urgence. Reportage adjudant-chef Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Pour la gestion des incendies et des catastrophes dans la région de Kankan, la direction régionale de la protection civile a bénéficié de 16 véhicules, dont 5 pour la préfecture de Sigiri. La remise officielle de ces engins roulants va contribuer à lutter efficacement contre les incendies et autres formes de calamités naturelles dans la région. Cette initiative présidentielle s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers afin d'intervenir rapidement en cas d'urgence signalée dans la région. Nous allons les utiliser à bon escient. Je demande à la population aussi de faciliter les accès. Et quand les gens vont en intervention, on cesse de se diriger en sapeur-pompier. Quand une maison brûle déjà, il y a ce qu'on appelle du gaz qui est à l'intérieur. Les ciments produits, le matériau brûlé produit, c'est-à-dire il y a la classe A, il y a le B, il y a le C. Tout ceci produit du poison pour l'être humain. Seuls eux peuvent savoir comment intervenir et s'en sortir. Cette action, première du genre depuis la création de cette unité de la protection civile guinéenne, vient galvaniser la population de la région administrative de Kankan. Nous, depuis notre jeunesse jusque maintenant, la qualité, la performance et la quantité de l'équipement qu'on a eu ce matin, on ne l'avait jamais eu. Donc, le donateur de ces équipements s'appelle le président Mamadi Doumbouya. Nous bénissons pour lui, qu'il ait longue vie. Le président Mamadi Doumbouya s'occupe bien de notre population. Tout ce que nous le remontons, il agit très vite à notre faveur. Aujourd'hui, avec cet accompagnement du président de la République, à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la direction régionale de la protection civile de Kankan possède des ressources humaines bien formées, capables d'intervenir en tout moment pour circonscrire ces phénomènes d'incendie et de catastrophes dans la région. Alors là, la sous-préfecture de Tunkarata fait face à un profond enclavement. Routes dégradées, nids de poules, boue en hivernage et poussière en saison sèche rendent les déplacements difficiles, entravant l'accès aux marchés, aux centres de santé et aux établissements scolaires. Face à cette situation, les femmes de la localité ont pris l'initiative de réparer la route principale afin de faciliter la circulation et rompre l'isolement. C'est le grand format de la rédaction réalisé par Lana Nanamou Marwan Kamara. Ce n'est pas un chantier de briques en terre battue, mais il s'agit du chantier de réhabilitation de la route principale de la sous-préfecture de Tunkarata, située à une cinquantaine de kilomètres de la préfecture de Lola. Une route de 35 kilomètres complètement dégradée. Face à cette situation, les femmes de Tunkarata ont décidé d'agir. Sur le terrain, une cinquantaine de femmes sont mobilisées pour restaurer cette route principale. Armées d'outils rudimentaires, elles nivellent le sol, comblent les crevasses avec la terre, des bois, des graviers et renforcent les parties les plus fragiles. Chaque semaine, nous faisons ça pour réhabiliter la route de Tunkarata. Donc, nous demandons au président Mamadi Doumbouya et aux personnes de bonne volonté de nous aider, car nous faisons pitié ici. Le travail est physique, exigeant, mais l'organisation est bien rodée.
Certaines creusent et réparent la terre, d'autres transportent les matériaux, tandis qu'un troisième groupe compacte l'associé pour la stabiliser. Une véritable chaîne de solidarité pour remettre en état la route principale de la sous-préfecture de Tunkarata. On les attend qui fait la route. On n'a pas autre chose pour qu'ils nous souffrent dans le village, mais normalement c'est le problème de la route là. Maintenant, à partir du mois de septembre, octobre, la route ça coupe, les camions ne viennent pas. Si ce n'est pas les motoristes, tous les bagages, nos plantations qu'on fait ici, ça sort, mais si ce n'est pas les motoristes qui prennent, ce n'est plus la peine que les camions viennent. Vous-même, vous voyez, même ceux de forage viennent faire le village, mais ils n'ont pas la route pour aller. Ils sont fait au moins quelques 2 jours sur la route pour aller à Tunkarata, mais pas de route. L'année dernière, la population de Tunkarata est venue me voir. Tunkarata était coupée du reste de la préfecture de Lola par la présence de ce qu'on appelle les nids de poules. C'était vraiment compliqué. Les femmes produisaient, les hommes produisaient, et les produits agricoles là ne pouvaient pas atteindre Lola faute de route. Donc quand ils sont venus me voir, je les ai dit que pour faire une route, c'est compliqué. Mais au moins, je vais me déployer pour que ces points noirs-là puissent être traités afin que nos mamans puissent écouler leurs marchandises vers Lola. C'est ce que j'ai fait, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, je lance un appel pour que cette route de Tunkarata, c'est une route qui relie Lola à la Côte d'Ivoire. Elle n'est longue que de 40 km. Pour que cette route-là soit vraiment goudronnée au bénéfice des braves populations de Tunkarata. Au-delà des travaux, c'est un message fort qui se dégage. Un message fort porté par une association de femmes engagées à améliorer les conditions de vie de leur communauté. L'appui des bonnes volontés est sollicité pour accompagner ces femmes qui refusent l'isolement de leur communauté. À Kolaboui, dans la préfecture de Boké, l'autonomisation des jeunes filles prend corps. Un centre de couture moderne équipé d'une quarantaine de machines a été construit par SMB Winning Consortium. Formé, encadré, inséré, l'infrastructure ouvre une voie aux jeunes filles. Mamadi Terna Kamisoko. Dans les localités minières, l'alternance la plus crédible face à la déscolarisation croissante des jeunes filles reste l'apprentissage d'un métier. À Kolabouni, dans la préfecture de Boké, une opportunité de taille s'offre aux jeunes filles de la localité avec la remise par le consortium SMB Winning d'un centre moderne de couture entièrement construit et équipé. Doté d'une quarantaine de machines à coudre, le centre offre désormais un cadre adéquat d'apprentissage dans la zone minière. On fait ce projet-là, c'est spécialement pour les femmes, les filles qui peuvent avoir la chance pour gagner un boulot. Et aussi, ça c'est, on dit que le centre de formation fait la formation ici et dans l'avenir pour travailler n'importe où. Donc c'est un projet durable. La commune réitère son engagement en restant ouverte au dialogue et à la résolution pacifique des problèmes quotidiens de nos communautés et les sociétés minières. Au-delà du geste social, le projet vise à réduire l'écart entre les besoins du marché et les compétences disponibles sur le terrain. On a eu quand même à parler avec les communautés pour dire que franchement, pour respecter la responsabilité sociétale, ce n'est pas une question qu'on met la pression, mais s'ils le font, c'est par rapport à leur volonté. Et cette volonté qui est venue d'eux-mêmes, ils veulent vraiment que ça soit non seulement pérennisé entre eux, mais qui soit accompagné non seulement par les communautés. Aujourd'hui, nous avons déjà à l'intérieur au moins 40 machines qui est déjà fait avec les tabourets, les bureaux, tout ce qui est non seulement de matériel qui peut permettre aujourd'hui aux jeunes filles de quitter dans la rue et venir se faire former, cela se trouve dedans. À travers cette initiative, le consortium confirme ainsi son rôle d'acteur économique engagé dans la transformation sociale des communautés impactées par les activités minières. Réflexion autour de l'avenir de l'école guinéenne. À l'école primaire de Kipé, acteurs du système éducatif se sont retrouvés pour échanger sur les défis et perspectives du secteur. Une initiative portée par la structure Les Engagés pour stimuler le dialogue et proposer des pistes d'amélioration. Ça, Martin Fansinaduno, Alpha Isiagaba, reportage.
Les défis de l'enseignement secondaire, l'inégalité des chances et la qualité de l'apprentissage. Autant de thématiques majeures qui interrogent aujourd'hui la performance du système éducatif guinéen. À l'initiative de la structure Les Engagés, cette rencontre baptisée Iftar Réflectif a servi de cadre d'échange entre acteurs du secteur éducatif. Objectif, analyser les insuffisances, partager les expériences et proposer des pistes de solutions pour une école plus équitable et plus performante. Les thèmes qu'ils ont eu à débattre, vous avez vu, là on parle d'abandon des élèves en milieu scolaire. C'est des thèmes très importants que nous devons beaucoup débattre au niveau de nos établissements, au niveau du système éducatif et en plus particulièrement au sein du gouvernement. Ici, enseignants, encadrants et responsables éducatifs ont passé en revue les principales problématiques qui freinent le développement de ce secteur stratégique. L'objectif est clair. L'objectif était d'organiser un iftar réflectif, d'inviter donc des personnes et des personnalités de toutes les strates de la société à venir discuter sur 3 thématiques clés. Nous avons notamment parlé principalement aujourd'hui de l'éducation. On se dit au niveau des engagés qu'il est du devoir de chaque citoyen de venir proposer des solutions sur la thématique éducative en Guinée afin donc de permettre à toutes les couches sociales de s'exprimer donc sur la question de l'éducation pour enfin permettre aux engagés de produire un livre blanc que nous allons ensuite proposer aux autorités compétentes. Les initiateurs de l'IFTA réflectif entendent pérenniser ce cadre de concertation, d'autres rencontres de réflexion et de débat autour des enjeux de l'éducation nationale sont d'ores et déjà annoncés. À Madina, le mois saint de Ramadan est marqué par un élan de ferveur spirituelle. L'association des jeunes staff Koumi a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran. À travers cette initiative, les organisateurs entendent implorer la miséricorde divine pour la paix, la quiétude sociale et le renforcement de l'unité nationale. Kerfala Presse Camara. Réunis autour du Saint-Coran, les filles et fils résidents et ressortissants de Madina ont élevé leur voix en prière pour implorer la miséricorde divine. Dans un élan de foi et de recueillement, ils ont sollicité l'acceptation de leurs invocations ainsi que des bénédictions pour la paix, la stabilité sociale et le renforcement de l'unité nationale en Guinée durant ce mois de pénitence. Ce n'est pas la première fois, chaque année nous organisons les sacrifices, mais cette fois-ci, ça a été une réussite totale. Tout le monde était là, même ceux qui venaient de loin, ils sont venus. On ne pouvait même pas savoir qui est membre de cette association. Ça fait partie. Vraiment, nous demandons à ce qu'il y ait l'unité nationale et que Dieu bénisse ce pays. Ce qui nous a surtout permis pendant toutes ces périodes, c'est notre unité. Nous avons eu cette initiative d'organiser un sacrifice en notre honneur et à l'honneur de tous qui nous ont précédés. Au cours de cette cérémonie de lecture du livre saint de l'islam, les participants ont lancé un appel vibrant à la promotion du vivre ensemble et à la consolidation des liens fraternels. Des prières ont également été formulées pour la protection du pays et de ses autorités. En tant qu'autorité, nous nous en réjouissons, nous voulons que tous nos jeunes vont dans ce sens. Et c'est ce qui vont nous aider aussi, se battre pour l'unité, se battre pour mettre les gens ensemble. Souhaiter le bonheur pour le président de la République, puisque si nous vivons aujourd'hui dans la paix, c'est qu'il y a un gouvernement. S'il y a ce gouvernement qui implore la paix et que la population implore la paix, c'est que quelque part, nous tous, nous allons prospérer. Le mois saint de Ramadan demeure pour les fidèles musulmans un moment privilégié de repentir, de purification spirituelle et d'adoption de comportements conformes aux valeurs islamiques en quête du pardon d'Allah. Et pour finir, la solidarité et la paix au cœur de l'action citoyenne, la Fondation Sayon Camara, mère et enfants, intensifie ses initiatives pour soutenir les personnes en situation de handicap et les couches vulnérables. La 3e édition du gala de charité se prépare, un rendez-vous destiné à mobiliser des ressources au profit des plus fragiles. Mekini Moussa Camara, Mounir Bari.
L'artiste Sayon Kamara Taramare pose momentanément le micro pour s'engager dans des actions humanitaires. La diva utilise sa notoriété et sa fortune pour soutenir des actions comme la santé, l'éducation, la justice, la cohésion sociale, le bien-être et l'image de marque de la Cité des Solidarités. La fondation est créée pour les indigents, les personnes vulnérables, pour soutenir les personnes vulnérables dans les situations difficiles. Visionnaire et ambitieuse, l'ambassadrice de l'UNESCO pour la recherche de la paix a créé la fondation Sayon Kamara Taramare, mère et enfant, qui existe depuis 3 ans. Ces actions permettent de lever des fonds et d'attirer l'attention des médias sur des crises souvent oubliées. On attend les bonnes volontés. Ils n'ont qu'à venir comme d'habitude. Parce que moi seul, je ne peux rien faire. Donc, ils n'ont qu'à venir. Ceux qui sont à Conakry, ceux qui sont ailleurs, on vous appelle de venir nous aider. Le gouvernement, ils ont beaucoup fait, mais on a besoin de eux. Parce que c'est grâce à eux aujourd'hui, on est en train de faire les choses là. Jusqu'aujourd'hui, c'est la 3e édition, c'est grâce à eux. Depuis plusieurs années, l'épouse de l'arrangeur, Lakra Sissoko, habille plusieurs centaines de pensionnaires de la Cité des Solidarités, livre des concerts gratuits avec un programme chargé comme distribution des cadeaux, prières collectives pendant les festivités du mois de Ramadan et tant d'autres. Voilà, c'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir accordé votre attention. La Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Reposante nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.